cette semaine, nous avons Bernard Lasserre. Ah, mais je croyais que c'est un seul nom. Non, en fait, c'est un deux noms. Jean Lasserre, donc, qui vient de Toulouse, qui est arrivé ce matin de Toulouse, et va nous parler de fonction de Christoffel, application et connexion et extension. Bon, merci pour l'introduction et merci pour l'invitation pour parler ici. C'est toujours un plaisir de parler au GNL. Pardon? Il y a l'accent du Sud. Ah ouais, ça je peux pas. J'ai essayé, mais bon. Et donc le sujet du jour, c'est sur la fonction de Christoffel, alors qui ne sera peut-être pas un outil étonnant pour les gens qui ont travaillé en approximation et en stats, mais c'est surtout un outil où on a découvert qu'on pouvait en faire quelque chose de simple à utiliser, modulo la dimension qui soit raisonnable quand même, et sur des données empiriques. Alors que les données de base des gens qui travaillent sur la fonction de Christoffel et le noyau de Christoffel-Darboux sont plutôt un compact d'un RD avec une mesure supportée sur le compact, et après on essaie de trouver des propriétés de ce kernel. Tandis que là, on va surtout utiliser ces propriétés pour montrer qu'on peut faire des choses, en particulier pour l'analyse de données, mais aussi en approximation de théorie, et en théorie de l'approximation, pardon, et aussi d'autres applications et des extensions que j'ai essayé de vous présenter à la fin de la première partie. Donc le matériel que je présente ici, c'est un condensé de plusieurs résultats qui sont consignés dans ce livre. Et il y a un tutoriel récent où ce que je dis ici est plutôt décrit de manière plus formelle dans cet article. Donc je vais parler de la fonction de Christoffel, son application en analyse de données et en fouille de données, et des connexions avec des domaines qui sont apparemment pas très connectés entre eux a priori. Donc comment on commence? Bon, en fait, ici vous avez la figure de... C'est Christoffel et Darboux. Darboux c'est en français, Christoffel c'est en allemand ou en autrichien, je ne sais plus exactement. Et la fonction de Christoffel, en fait, c'est l'histoire de ce level rouge, c'est le level 7 rouge, qui est le level 7 d'un polynôme. Donc là, vous voyez ce qu'on avait fait avec Didier, avec des doigts. On avait généré des points dans le plan. Ici, on a une dimension 2. On avait un nuage de points qui faisait le C de Christoffel, le D de Darboux. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'avec un polynôme qui est très facile à calculer sans optimisation, on peut montrer que ce nuage de points, en fait, c'est les points qui sont à l'intérieur d'un level 7 de ce polynôme. Et que quand le degré de ce polynôme augmente, la précision devient de mieux en mieux. Par exemple, un degré 2, ce serait un ellipsoïde. Donc, un ellipsoïde ne pourrait pas capturer le C et le D. Mais dès qu'on monte au degré 2, 3, 4, 5, 6, on peut affiner l'approximation. Et donc, le message de ce polynôme, Christoffel, c'est qu'en fait, il capture bien la forme géométrique du nuage de points. Donc, ce que je dis encore n'est peut-être pas surprenant pour des gens qui ont fait de l'approximation de théorie, qui connaissent bien le Christoffel-Darboux kernel, et c'est plutôt son utilisation en analyse de données qui est un peu surprenante, parce que là, on part d'une mesure empirique, qui est la mesure supportée sur les points du nuage, qui n'est pas du tout l'approche classique en analyse de données, en théorie de l'approximation. Donc, en fait, dans ce talk, on prétend que une application non standard du CD, c'est pour Christoffel-Darboux, donc du noyau de Christoffel-Darboux, fournit un outil qui est simple et facile à utiliser, où il n'y a aucune optimisation qui est inclue là-dedans, et qui peut aider à résoudre certains problèmes, non seulement en analyse de données, mais aussi en approximation et en interpolation, surtout pour des fonctions discontinues, qui est un problème quand même assez difficile. En particulier, on montrera que dans certains cas, on peut retrouver une fonction, on peut interpoler une fonction discontinue sans effet de Gibbs, qui est un des problèmes d'approximation quand la fonction a la discontinuité. Et bon, on montrera aussi comment on peut retrouver des solutions d'équations aux dérivées partielles, comme ici, comme une solution d'équation de Burger, avec cet outil. Alors, la motivation initiale, elle est très simple, et on peut s'amuser à le faire avec MATLAB très facilement. L'idée, c'est qu'on génère, comme je vous l'ai dit, par exemple, pour voir ce qui se passe en dimension 2, on peut générer un nuage de points assez dense au hasard, on génère des points dans le plan, suffisamment pour qu'une forme géométrique apparaisse, quelle qu'elle soit. Ça peut être, par exemple, ici, c'est une espèce de T, une rotation, et ça peut être deux ensembles déconnectés, pas forcément convexes, etc. Et vous voyez que cette courbe rouge ici, en fait,
ça va être le level 7. Donc, les points qui sont à l'intérieur de ce level 7, ce sont les points de x qui satisfont une égalité, c'est-à-dire on va avoir un certain polynôme Q de degré D. C'est celui-là qui va être le polynôme de Christoffel. Et donc, quand on regarde le level 7 de ce polynôme, pour un certain threshold, on va pouvoir quantifier. Bon, on trouve qu'en fait, il retrouve bien la forme du nuage de points. Et ça, on le trouve avec un degré qui est de façon surprenante modulo la dimension. Je ne prétends pas que le degré soit aussi faible pour des grandes dimensions, mais déjà, par exemple, pour des figures en dimension 2 ou 3, avec un degré relativement faible, on capture bien la forme géométrique de ce nuage de points. Donc, c'est ça le message du talk, c'est la propriété de ce polynôme de Christoffel. En fait, la fonction de Christoffel, c'est 1 sur ce polynôme. Donc, je vais parler du polynôme de Christoffel ici. Et on va montrer pourquoi. La raison pour laquelle on a cette propriété, elle est très simple à comprendre. Donc, voilà un peu le message du talk. Et après, on verra que cet outil, en fait, il a des liens avec des domaines vraiment apparemment disconnectés. Alors, ce qu'on avait observé avec Edouard, quand on a fait ça, on avait trouvé de peur que c'était peut-être un petit miracle dû à cet exemple. On voit bien qu'on avait ensuite généré plein d'exemples de dimension 2 de formes géométriques assez complexes, avec par exemple des anneaux, des ensembles déconnectés ou autres. Et on voit qu'avec un degré relativement faible, on ne dépassait jamais le degré 8, je crois, ou 10, on arrivait à capturer la forme géométrique du noyau, du nuage de points. Donc, ce n'était pas une coïncidence. Et donc, l'idée pour le faire, c'est très simple, pour calculer ce polynôme, c'est vraiment élémentaire. Hein. Donc, par exemple, dimension 2, donc, P c'est la dimension, je crois, et D c'est le degré. Oui, c'est ça. Donc, ici, on est dimension 2 pour visualiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour calculer le polynôme de Christoffel de degré D? C'est très simple. On prend le vecteur de base des monômes jusqu'au degré 2, jusqu'au degré D, pardon. Et là, dans l'exemple, on avait pris D égale 2. Mais là, on est en dimension 2, donc il y a deux variables. On prend le degré D, on prend le vecteur des monômes jusqu'au degré D. D'accord? Et on va calculer une matrice de façon très simple. On prend la matrice qui est la somme pour chaque point du nuage. On calcule le vecteur VD de xi évalué au point du nuage, i, par son transpose. Donc on obtient une matrice, pour chaque point i, on obtient une matrice symétrique rectangulaire de rang 1. Et on fait la somme sur tous les points. C'est la Césaro average de chaque matrice carrée, symétrique. Donc c'est vraiment des calculs élémentaires à faire. Et donc en fait, ce n'est rien d'autre que cette matrice, c'est la matrice des moments d'une mesure qui est la mesure empirique supportée sur un nuage de points. Donc si on prend comme mesure, on a n de points, on prend la mesure empirique qui est le moyen de Césaro des Dirac en chaque point du nuage. On fait la somme. Bon, ça, c'est la mesure empirique. Et donc, MD de mu c'est la matrice qu'on vient de voir ici. Cette matrice-là, c'est simplement la matrice des moments de cette mesure empirique. Donc, il n'y a aucune optimisation à faire. Hein. C'est vraiment des calculs très simples. Okay. Donc, dans un cas où on n'aurait pas un nuage de points, mais ce n'est pas une mesure, une matrice des moments de degré D d'une mesure mu est simplement une mesure mu supportée sur un ensemble oméga. Ben, c'est l'entrée alpha-bêta de cette matrice, c'est simplement le moment alpha plus bêta de cette mesure. Okay. Donc, par exemple, en dimension, pour le degré 1 en dimension 2, ben, on a la liste des monômes de degré 1 en colonne et en ligne. Et les moments apparaissent, comme par exemple ici, c'est le moment de x1 carré, ici, pardon, x1 carré, le moment x1, le moment x2, le moment x1, x2, etc. Donc c'est très simple à remplir. Et donc, ce fameux polynôme de Christoffel, ben, il est très facile à obtenir. C'est rien d'autre que quoi? On prend la matrice des moments de degré D, de la mesure empirique, on prend son inverse, et on multiplie à droite et à gauche par le vecteur des monômes jusqu'au degré D. Donc, on obtient un polynôme qui est une somme de carrés. D'accord? Vous voyez, il n'y a aucune optimisation à faire. Hein, et donc, le level rouge qu'on avait, la ligne rouge qu'on a vue tout à l'heure, la courbe dans le plan, c'est simplement le level 7 pour le threshold gamma de ce polynôme. Donc, si on prend les points qui sont à l'intérieur, inférieur ou égal à gamma, c'est ce qui donne
on prétend que c'est ça qui va recouvrir la forme géométrique de ce nuage de points, même s'il est vraiment une forme très biscornue. Okay. Donc, le level 7 comprend de référence, mais on peut avoir le choix, on peut jouer un peu sur le level 7, mais disons que celui-ci, qui est en fait la longueur, qui est le nombre d'éléments de ce vecteur, 2 plus d plus d, est un bon threshold déjà. Alors, la fonction de Christoffel, c'est rien d'autre que le réciproque, enfin l'inverse de ce polynôme de Christoffel. Donc, c'est une fraction rationnelle dont le dénominateur est une somme de carrés. Et il a une histoire assez riche. Il vient de la théorie de l'approximation et des polynômes orthogonaux. Donc, ce n'est pas un outil nouveau, hein, il a même une histoire assez vieille. Et les principaux contributeurs du domaine qui ont vraiment travaillé sur ces outils-là, c'est Newey, Toti, Kroll, Lewinsky, et avec beaucoup de résultats au début pour le cas unidimensionnel, hein, une variable. Et le cas multidimensionnel est plus challenging, qui est plus difficile, mais où il y a quand même pas mal de résultats importants aussi. Et surtout, le résultat qui nous intéresse, nous, pour la reconnaissance de la shape du nuage de points, lui, il est vrai en toute dimension, il ne dépend pas de la dimension. Enfin, le calcul dépend de la dimension, mais la propriété est vraie, ne dépend pas du cas univarié ou pas. Donc, un peu d'histoire sur cet outil. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'au départ, les gens qui connaissent cet outil ne partaient pas de l'analyse donnée. Ils avaient comme donnée. Ils partaient d'un set oméga, un compact d'oméga d'un RP, et une mesure dont le support est oméga. Donc ça, c'est les deux données de base. Et l'idée, c'était de reconnaître que on considère le vector space des polynômes, l'espace vectoriel des polynômes degré O plus D, et on le considère comme un sous-espace de l'espace de Hilbert L2,5. D'accord? Et cet espace, avec donc le produit scalaire associé, est ce qu'on appelle un RKHS, alors je ne sais pas en français, je suis tellement habitué de le dire en anglais, mais reproducible kernel Hilbert space, tout le monde comprendra. Et donc, en fait, associé à cette mesure mu et à ce domaine oméga, en fait, ce qu'on appelle le noyau de Christoffel-Darboux, il est très simple aussi à obtenir. On prend n'importe quelle famille de polynômes orthogonaux, orthonormaux par rapport à la mesure mu. Donc, il y a plusieurs familles disponibles. Hein. On en prend une, et simplement, on écrit la somme, donc, pour les polynômes orthogonaux de degré inférieur égal à d, on prend le produit P alpha de x, P alpha de y. Et on fait la somme. D'accord? C'est ça qu'on appelle le noyau de Christoffel-Darboux. Et c'était un noyau qui a été utilisé pour l'approximation à L2. C'est le résultat classique. Hein. Donc, il a ce qu'on appelle la propriété de reproduction, qui est très simple à utiliser. Simplement, on l'appelle le noyau reproduisant. Pourquoi? Parce que si on intègre un polynôme Q, donc de la variable Y, et on fait ça comme un opérateur, un x fixé. Donc, quand j'intègre le polynôme Q de Y avec x fixé avec ce noyau, ben, je retrouve Q de x à la sortie. Donc, je reproduis mon polynôme Q. D'accord? Donc, c'est ça la propriété de reproduction. Et donc, en fait, ce noyau était utilisé pour calculer de façon analytique et exacte le meilleur approximant. Par exemple, j'ai une fonction f de L2, l'espace de Hilbert. Je veux trouver quel est le polynôme de degré d, au plus d, qui approxime le mieux ma fonction au sens de la norme L2. Ben, ce polynôme, il a une formule qui est analytique en fonction du noyau de Christoffel-Darboux. Donc, c'était ça la base un peu de l'outil. C'est comme ça qu'est né cet outil pour l'approximation des fonctions. Okay. Donc, le polynôme de degré d qui approxime f, en fait, dans la base du polynôme P alpha, on exprime son coefficient, f chapeau d alpha, ben, c'est cette intégration. On appelle le coefficient de Fourier, le genre. Donc voilà un peu d'histoire. Ah, pardon. Alors moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien pour voir, parce que derrière tout ça, il y a en fait l'idée qu'en fait on s'intéresse à l'histoire du Christoffel-Darboux-Canel, la Christoffel fonction, si on s'intéresse à la mesure qui est la point evaluation, le Dirac au point x, qui n'est pas un élément de L2 de mu, et dont l'idée c'est d'approximer cette fonctionnelle dans L2, d'accord? Et une façon de bien voir ce que ça fait, et moi c'est mon interprétation que j'aime le plus, on visualise bien ce que ça fait, pourquoi ça approxime le Dirac. Ben,
Si par exemple on prend dans le cas univarié, qui fixe y dans moins 1, le support de ma mesure, mu, on a un intervalle moins 1, on a une mesure mu sur moins 1, on fixe un point arbitraire dans moins 1, et on regarde quel est ce polynôme de Christoffel-Darboux-Kernel avec y fixé. Donc on a un polynôme en x maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait quand on le visualise? Ben, d'abord, on observe qu'à cause de la production, à cause de la propriété de reproduction, si on prend le moment J de cette mesure, la mesure nu, c'est celle qui a comme densité signée ce polynôme, parce que ce n'est pas un polynôme positif, c'est un polynôme qui peut être négatif parfois. Donc, si on prend la mesure nu qui a comme densité signée par rapport à mu ce noyau, d'accord, ben, ces moments, c'est exactement les moments de la mesure de Dirac en Y, mais jusqu'à l'ordre D seulement. D'accord? En fait, cette mesure signée, elle imite le Dirac au point Y, pourvu qu'on ne regarde que les moments jusqu'à l'ordre D. Parce qu'évidemment, le Dirac n'est pas un élément d'L2. Donc on le voit très bien ici, par exemple, si je vais prendre 3 valeurs différentes de Y fixées, et maintenant je regarde ce polynôme en X pour plusieurs valeurs du degré, on voit bien qu'on a l'espèce de jump au point Y, comme un peu le Dirac, et on voit bien qu'il n'est pas positif, puisque ce polynôme qui n'est pas positif, c'est une mesure signée, mais elle a la propriété que si on regarde que ces moments jusqu'à l'ordre D, c'est exactement les moments du Dirac en Y. C'est une façon d'imiter le Dirac en Y avec une mesure signée. Et donc la fonction de Christoffel, en fait, c'est la diagonale du Christoffel-Darboux-Kernel, c'est-à-dire on regarde le Christoffel-Darboux-Kernel sur la diagonale. Donc là, maintenant, ça devient une somme de carrés. Bon. C'est pour ça que c'est une somme de carrés, et c'est l'inverse. C'est l'inverse de ce polynôme. Bon. C'est une définition très simple. Et il y a aussi une propriété de définition variationnelle de la fonction de Christoffel, qui est évaluée à n'importe quel point de RP. Hein. C'est simplement, on regarde le minimum, c'est la solution d'un problème qui est très simple à résoudre, un problème convexe. On recherche un polynôme à degré au plus d qui minimise la norme L2 avec la contrainte qu'au point xi fixé, sa valeur vaut 1. C'est une espèce de 1 sur la norme de la fonctionnelle linéaire qui est le point evaluation. Et de façon alternative, il y a plusieurs façons aussi. Donc, on avait vu ça au début. Aussi, fonction de Christoffel, 1 sur la fonction de Christoffel, c'est aussi l'inverse de la matrice des moments, multiplié à droite et à gauche par le vecteur des moments. Il y a plusieurs façons de voir la fonction de Christoffel. Hein. Et une propriété remarquable, évidemment, qui est intéressante, c'est qu'ici, la forme en tant que polynôme dépend de la famille de P alpha, mais la valeur ne dépend pas de la base de polynômes orthonormaux. Quelle que soit la base de polynômes orthonormaux, la valeur est au point. Si on prend une autre base de polynômes orthonormaux, évidemment, le polynôme va avoir des coefficients différents, mais les valeurs sont les mêmes. C'est le même polynôme. OK. Alors, peut-être ici, c'est là que c'est ce slide qui explique ce qu'on a vu au début, pourquoi il y avait cette dichotomie, pourquoi on capture bien la forme géométrique du nuage de points. En fait, c'est cette propriété-là qui est très simple à décrire, hein, et qui, à mon avis, ce qui caractérise vraiment la fonction de Christoffel, qui, en résumé, identifie le support de la mesure sous-jacente. Et pourquoi? Ben, c'est simple. Donc, on a ce noyau Christoffel-Darboux-Kernel, ou la fonction de Christoffel, puisqu'on évalue sur la diagonale. Donc, si maintenant on fixe un x arbitraire, et on regarde comment ce polynôme, la valeur de ce polynôme varie avec le degré. Donc, quand le degré augmente, ça augmente, puisqu'on a une somme de carrés. Hein. On rajoute de plus en plus de termes. Et ce qui est important, c'est que suivant qu'on évalue x à l'intérieur du support ou à l'extérieur, la croissance n'est pas la même. Donc, à l'intérieur, on a une croissance au plus polynomiale. D'accord. Par contre, à l'extérieur, elle est au moins exponentielle. C'est ça qui fait qu'il y a cette dichotomie entre la façon dont se comporte ce polynôme pour x fixé quand le degré varie, suivant qu'on est à l'extérieur du support ou à l'intérieur. À l'intérieur, la croissance est modérée, pas plus qu'un polynôme, alors qu'à l'extérieur, elle est exponentielle. C'est ça qui va expliquer pourquoi, donc ici, je schématise, ici, dans la nouvelle oméga,
Donc, à l'intérieur, en gros, ce polynôme, pour x, quand ce x est fixé ici, la croissance de la fonction de Christoffel, ou le polynôme de Christoffel, c'est au plus de l'ordre d puissance p. Par contre, à l'extérieur, c'est exponentiel. Alors, il peut y avoir des variations suivant comment dire, la géométrie du support, qui peut avoir des bizarreries. Il peut y avoir une variation ici ou à un corner, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir à l'intérieur, c'est d puissance p, et à l'extérieur, c'est exponentiel. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, qui explique le fait que l'on capture bien le nuage de points, parce qu'à l'extérieur du nuage de points, la valeur est très grande. Donc, quand on regarde un level 7, si on est à l'extérieur, comme la valeur est très grande, on ne sera jamais en dessous du level 7, tandis qu'à l'intérieur, on va le satisfaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment moi, ce que j'aime bien dans cette appli, c'est qu'il est simple. On comprend, il n'y a pas besoin d'avoir fait, bon, après 2 ans d'université, on comprend très bien ce qui se passe, quoi. Alors, il y a quand même d'autres propriétés qui sont plus subtiles, et c'est pour ça que quand je disais qu'il y a eu beaucoup de résultats parmi les contributeurs comme Totik, Nevaille, tous ces gens qui sont des grands mathématiciens, et là, par contre, pour avoir des résultats plus fins, asymptotiques, ça devient très technique facilement. Mais ce qu'on peut obtenir, si j'oublie un peu les détails, c'est que si le domaine est assez régulier, et que la mesure mu a une densité qui est aussi, disons, bien foutue, je ne rentre pas dans les détails, ben donc, ce qui se passe, c'est que si on prend, donc ça c'est la fonction de Christoffel, qu'on scale by n plus d choose d. En gros, c'est le nombre de termes qu'il y a dans les sigma des p alpha carré. Donc quand on le scale comme ça, et qu'on le prend comme densité par rapport à la mesure mu, on converge faiblement vers ce qu'on appelle la mesure d'équilibre d'oméga. Alors qu'est-ce que c'est que la mesure d'équilibre d'oméga? Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que j'en connais peu, très peu sur ça. Simplement, on peut dire que la mesure d'équilibre, ça vient de la théorie du pluripotentiel. C'est une mesure qui est intrinsèque au domaine lui-même. Donc, par exemple, en dimension 1, si on regarde l'intervalle à moins 1, la mesure d'équilibre de cet intervalle, c'est rien que la densité de Chebyshev. Hein, et en général, pour des formes arbitraires de compact, elle existe, mais on n'a pas de forme analytique, on ne sait pas la calculer en général. Mais elle existe. Et la théorie du pluripotentiel permet de montrer que cette mesure d'équilibre intervient dans 2 résultats asymptotiques relatifs à la fonction de Christoffel. D'accord. Donc ça, c'est une convergence faible au sens des probabilités. Et ici, on a une convergence ponctuelle et même uniforme à l'intérieur du domaine. Donc quand on scale finalement cette fonction de Christoffel, de façon pointwise, elle converge vers la densité de mu. En général, on ne connaît pas la densité de mu, mais qui est pondérée par ce terme qu'en général, on ne connaît pas. Donc, si vous êtes sur un domaine comme ça, ben, vous savez, vous connaissez son oméga, et sur un domaine oméga arbitraire, cette limite ne nous apprend pas grand-chose parce que c'est le produit de 2 termes. On aimerait connaître ce terme pour identifier la mesure sous-jacente de mon nuage de points. Mais comme elle est multipliée par ce terme qu'on ne connaît pas, bon. D'accord. Alors, il y a un deuxième résultat de Kroll-Lubinsky qui est intéressant, c'est qu'une façon d'éviter cette mesure d'équilibre, ben, c'est de calculer les fonctions de Christoffel pour 2 mesures, celles qui nous intéressent, et une pour lesquelles on connaît tout. Et peut-être une mesure, la mesure uniforme, par exemple, dans certains domaines, on la connaît bien, donc on connaît sa densité. Et donc, si on fait le 2 rapports de ces deux éléments, pour ces 2 Christoffel pour mu et nu, il faut qu'elles aient des densités qui soient positives chacune. D'accord. L'oméga s'en va parce qu'on fait le rapport des 2, il s'en va. Et là, on retrouve le rapport des 2 sans densité. Et comme on connaît celle-ci, la limite de ce rapport permet d'identifier la première. C'est une façon de faire. Donc, oui, pardon. Tu as dit que la mesure oméga, on ne la connaît pas dans le cas d'un système général. Et ici, dans le cas présent, elle est singulière au bord. Donc, tu veux dire que même sa singularité au bord, on ne la connaît pas ou dans le cas général? C'est là, tu dis la mesure d'équilibre. C'est là la mesure d'équilibre, pardon, excuse-moi. On voit qu'elle est singulière. Oui, oui. Et tu dis dans le cas général, on ne la connaît pas. Tu veux dire qu'elle est même pas, on ne sait même pas si elle est singulière? Non, on sait qu'elle est absolument continue par rapport à Lebesgue. Ouais. C'est tout ce qu'on sait. Pour des domaines centralisés symétriques, on a quelques informations, mais c'est tout. En général, il y a pour la boule, le simplex et la boîte et 2 ou 3 domaines où on la connaît de façon analytique. Elle présente la même singularité au bord dans ce cas-là? Non, non. Même pas. Non. Ça peut être. C'est très général. Ouais. C'est pour ça que cette mesure d'équilibre est un peu mystérieuse. En dimension 1,
C'est le potentiel logarithmique qui minimise une certaine énergie. Mais en dimension, ça c'est des choses que j'ai appris avec quelqu'un parce que moi je ne connaissais rien du tout à ce domaine du pluripotentiel, qui est un domaine très technique, en plus en complexe variable, en variable complexe. Tous les domaines réels, ils les considèrent comme comment dire, pas des manifolds, mais des sous-ensembles de CD. Si on est à RD, un domaine de RD, il le considère comme un domaine de CD. Il y a la théorie du pluripotentiel qui fait intervenir les variables complexes, donc c'est assez technique. Et il se trouve que par contre, en théorie, en pluripotentiel, en dimension supérieure à 1, il n'y a pas de dimension d'énergie comme dans le cas à une dimension. On appelle l'énergie de Rice. Donc, il y a vraiment une théorie propre qui s'appelle la théorie du pluripotentiel qui permet de donner l'existence de ce oméga et qui est relié de l'opérateur Monge-Ampère et tout. Mais ne me demandez pas ce que c'est parce que je sais reconnaître un petit peu les choses de la littérature, mais c'est vraiment très technique. C'est pas du tout mon domaine. Donc, alors, par exemple, pour la détection d'outliers ou de données aberrantes, ben, une façon simple d'utiliser la fonction de Christoffel, on a une mesure empirique à nuage de points, on calcule sa fonction de Christoffel, on se fixe le threshold dont je vous ai parlé, mais on peut même jouer sur des thresholds, des niveaux un peu plus subtils, mais simplement ce threshold tout bête, et on regarde les points, on décide de dire que si on est d'ailleurs, si on est supérieur, si on viole ce threshold. Tout simple, vraiment, aucune optimisation. Il n'y a qu'un paramètre à régler, c'est le degré de la fonction de Christoffel. Ben, cette simple stratégie permet d'obtenir des résultats au moins aussi bons que des stratégies beaucoup plus complexes où il faut faire du tuning de paramètres. Alors que là, on a juste le degré à ajuster et on peut éventuellement jouer un peu avec le threshold. Il y a peut-être certains qui sont un peu meilleurs que celui-ci et tout, mais bon, c'est pas vraiment important pour voir un peu quelle est la philosophie un peu de l'outil, quoi. Alors, Manifold Learning, c'était un peu relié avec ce qu'on discutait tout à l'heure. Supposons maintenant que Mu est supporté sur un compact qui n'est pas du tout, qui n'a pas d'intérieur non vide, par exemple. Et on a vu déjà que la matrice des moments, qui définit complètement la fonction de Christoffel, ce qui n'est pas étonnant parce qu'une mesure sur un compact est complètement déterminée par ces moments. La matrice des moments contient tous les moments si on prend des dés de très grands. Donc, dans la matrice des moments, il y a encodé pas mal de propriétés de la mesure mu sous-jacente. Et donc, par exemple, quand mu est dégénéré et que le support contient une variété algébrique de zéro dimensionnelle, alors le kernel de la matrice des moments, on peut voir dans ces cas-là, en fait, il correspond à un idéal des polynômes, d'accord? Et en fait, il contient le vanishing idéal, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes qui s'annulent sur ces points-là. Et donc, maintenant, dans un cas qui n'est pas un zéro dimensionnel idéal, mais simplement imaginer, par exemple, votre mesure mu, elle est supportée sur le cercle, mais simplement sur ces secteurs ici. Par exemple, ces quatre secteurs, d'accord? Donc, la matrice des moments n'est plus inversible. Pourquoi? Parce que dès que le degré est supérieur à 2 de la matrice des moments, le polynôme du cercle, 1 moins x carré égale 0, l'équation du cercle, d'accord, est contenu, le vecteur de coefficient de ce polynôme est dans le noyau de la matrice des moments. Donc, elle n'est pas inversible, donc on ne peut pas appliquer directement l'inverse, il faudrait faire le pseudo-inverse, etc. Mais pour voir ce qui se passe et voir comment... en fait, c'est comme l'analyse de PCA où on utilise tous les moments de la mesure. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, le canal d'amener contient les vecteurs des coefficients des polynômes de degré inférieur à d, l'alinéa généré par un moins x carré. Et en fait, par exemple, il y a un théorème de géométrie algébrique qui dit simplement que si d est suffisamment grand, en fait, le rang, il évolue comme un polynôme en fonction du degré, qu'on appelle le polynôme de Hilbert. Et le degré de ce polynôme, c'est la dimension de cette variété. Donc, rien qu'en regardant la matrice des moments, on apprend, si la mesure est supportée sur une variété algébrique, évidemment, on apprend la dimension de cette variété rien qu'en regardant le rang. Alors, c'est pas facile parce que c'est pas vrai dès le début, il faut attendre un petit peu, il faut que D soit suffisamment large. Et au bout d'un moment, il se comporte comme un polynôme, et le degré simplement le degré du polynôme, c'est une variable. C'est un polynôme de degré univarié, et son exposant le plus grand, c'est la dimension de la variété. Donc, c'est déjà pour dire que la matrice des moments, là aussi, contient des concepts relativement subtils de géométrie algébrique, juste simplement encodés dans le noyau de cette matrice. Et simplement, si on veut regarder le cas qu'on a regardé tout à l'heure,
Donc, par exemple, pour la mesure U qu'on avait sur le cercle tout à l'heure, comme famille de polynômes orthogonaux, on peut prendre les polynômes orthogonaux qui sont dans le noyau de la... qui sont les vecteurs propres de la matrice des moments. Ces vecteurs propres donnent des coefficients pour des polynômes. Si on prend ces polynômes, ils sont une famille orthonormale par rapport à nous. Mais certains sont associés à des valeurs propres 0 et d'autres à des valeurs propres positives. Donc, si on regarde la variété V, en fait, la variété V va être celle qui est définie par les polynômes qui sont dans le noyau. D'accord ? Ça vient du fait que si on prend ces polynômes qui sont associés à la valeur propre 0, on applique alpha d mu égale 0, donc mu est supporté sur le level 7 ces polynômes. Donc, on ne peut pas inverser la matrice des moments, mais on peut la perturber légèrement pour la régulariser avec un epsilon assez petit. Donc, si on prend comme nouvelle fonction de Christoffel, qui n'est pas la vraie, mais qui est celle qui est perturbée par epsilon, c'est pour montrer un peu ce qui se passe. On appelle lambda mu de l'epsilon. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon, en fait, elle a une interprétation physique assez simple. Hein. C'est comme si, là, si on prenait la base, cette matrice, si on l'exprimait dans la base, par exemple, de la mesure uniforme sur le disque, ben, c'est simplement c'est prendre la matrice du moment de mu perturbée par cette mesure uniforme plus d'un epsilon assez petit devant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'était juste une technique, mais simplement pour dire un peu comment fonctionne la fonction de Christoffel. Là, on voit bien que donc, cette fonction de Christoffel légèrement modifiée, régularisée, elle s'écrit comme ça. Donc, ça, c'est les vecteurs propres. Les polynômes orthogonaux dont les coefficients sont les vecteurs propres de ma matrice des moments. Donc, il y a deux termes, ceux qui correspondent à des valeurs propres nulles et ceux qui correspondent à des termes de valeurs propres positives. Donc, quand on déroule l'expression exacte, on trouve pour alpha égale 0, donc c'est alpha carré de x sur epsilon. Donc, si je prends le level 7, cette fonction, je fixe gamma arbitraire, on voit bien que les points qui appartiennent à ce level 7, nécessairement, ils doivent annuler ce terme-là. Parce que quand je prends un point ici, je n'ai pas P alpha de x n'est pas égal à 0, à cause du fait qu'on est 1 sur epsilon, la valeur est très grande et viole ma contrainte. Donc la première partie de cette fonction dit, quand je veux être dans cet ensemble, je dois satisfaire P alpha de x est 0 ou très très petit. Donc, ça veut dire, déjà, je dois être sur ma variété. Donc les premiers termes identifient la variété. Si je regarde le level 7 comme ça, je dois déjà être sur ma variété. Le cercle. Dans ce cas-là, c'était le cercle. Mais les autres disent où sur le cercle je dois être. Puisqu'on a vu que la mesure qu'on avait prise n'était pas tout le cercle. Hein. Vous voyez ? Le support de la mesure, c'était cette partie du cercle, celle-ci, dans l'union de quatre secteurs. Donc, le deuxième terme de la fonction de Christoffel m'identifie. C'est ça qui me dit que quand je dois satisfaire cette contrainte, eh ben, cette deuxième partie me dit où sur le cercle je dois être. Parce que les autres points du cercle qui ne sont pas sur les quatre secteurs, ils vont donner une valeur trop grande à ce terme, ils vont violer cette contrainte. C'est un peu pour voir comment ça se passe dans le cas d'une variété. Donc, je disais que ça, toutes ces propriétés illustrent le fait que dans cette matrice des moments qui est très simple pour une mesure empirique à calculer, hein, ben, elle encapsule pas mal de propriétés, des fois subtiles, de ma mesure mu, simplement en regardant une valeur numérique de mes moments, pourvu que j'en ai assez et que le degré soit pas... si le degré est faible, je n'ai pas besoin de beaucoup de points, mais il y a un lien entre le degré et le nombre de points du sample, évidemment. Alors, j'ai dit à un moment donné qu'il y avait une modulo la dimension, parce qu'il n'y a aucune optimisation, donc les calculs sont très simples, mais il n'y a quand même pas de miracle, parce qu'il y a cette matrice M-1 à calculer, donc il faut inverser une matrice. Et donc, ça coûte cher si on est en dimension grande. Par contre, si on veut que de l'évaluation en un point, sans avoir la formule exacte en termes de polynôme, ben, c'est de résoudre ce problème-là. Ça, c'est un problème quadratique qui est très simple à résoudre, qui peut se résoudre même en grande dimension, mais on n'obtient que la valeur au point x. Donc, quand je veux trouver la valeur à un autre point, il faut que je refasse mes calculs, etc. Tandis que quand on inverse la matrice, on a la forme analytique de la fonction de Christoffel. Après, il n'y a plus que de l'évaluation à faire. Bon. Alors, peut-être qu'on passe à une deuxième partie. Je vais essayer de vous montrer comment cet outil peut être utilisé de façon un peu surprenante parfois pour des problèmes qui apparemment étaient faits parfaits pour ça. Et le premier problème que je vous propose de regarder, que moi je trouve, qui m'intéresse beaucoup, que je trouve assez surprenant,
c'est pour l'approximation classique où on utilisait l'outil de Christoffel Darboux était utilisé, mais je prétends que nous on l'utilise de façon non standard, alors que la façon standard n'est pas intéressante, enfin n'est pas satisfaisante, parce que je vous cite, pour prendre comme exemple simple, imaginez que votre fonction approximée soit la fonction step. Il vaut 0 entre 0 et 1,5 et 1 entre 1,5 et 1. Voilà. La façon classique d'approximer ça par un polynôme, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en théorie, c'est comme ça qu'est né le noyau de Christoffel Darboux. On considère la mesure de Lebesgue, par exemple, sur 0,1. Bon. Ces polynômes orthogonaux sont les polynômes de Legendre, par exemple. Bon. Et on approxime le polynôme de degré n qui approxime ma step function. Il est calculé comme ça. Donc son coefficient dans les polynômes de Legendre de degré j, c'est ce terme. Bon. Et on observe évidemment le dit phénoménon classique au bord et surtout au point de discontinuité. Et c'était vraiment incompressible parce que même si l'amplitude décroît, il y a toujours une amplitude fixe au-dessus qui sera permanente. Alors ça, c'est un des défauts disons, de l'utilisation standard du Christoffel Darboux-Kernel pour l'approximation. Donc, quand les gens ont vu ça, ils ont essayé d'améliorer les choses et une façon de faire, ça a été de proposer des noyaux qui sont des modifications du noyau de Christoffel Darboux où on prend le noyau de Christoffel Darboux, mais simplement on lui met un coefficient oméga alpha. On va calculer ce coefficient oméga alpha pour satisfaire des propriétés que ne satisfont pas le noyau initial. Alors on perd ce noyau, il peut être intéressant, mais on perd il n'a plus la propriété de reproduction. Et par contre, il peut préserver la positivité. Quand on veut approximer une densité, par exemple, c'est bien d'avoir une fonction qui soit positive, hein, ce qui n'est pas le cas avec la première approximation. Il peut avoir des convergences bien meilleures. Au lieu d'avoir la convergence L2, on peut avoir des convergences uniformes sur des compacts, ce qui est quand même pas mal. Mais bon, on perd la reproduction pour partie. Alors, il y a eu pas mal de travaux par des physiciens, pas mal, en particulier, sur le noyau de Jackson et de Fégère qui viennent de là. Et donc, voilà, ce qu'on propose, c'est un contour une approche un peu contre-intuitive, mais si vous avez vu le début de l'exposé, vous allez comprendre pourquoi c'est pas si stupide de faire ça. C'est de dire, dans la première approche, qu'est-ce qu'on prend? On a une fonction f dans L2 de mu, mais mu, c'est la mesure de Lebesgue sur 0,1. La mesure mu de Lebesgue sur 0,1, elle n'a rien à voir avec la fonction f qu'on va approximer. D'accord? Et on s'est dit, pourquoi ne pas prendre, au lieu de considérer ma mesure univariée sur 0,1, de prendre la mesure supportée sur le graphe de ma fonction. Donc maintenant, on a une mesure en dimension 2, complètement dégénérée, mais dont le support oméga, c'est simplement le graphe de ma fonction inconnue. D'accord? Ça paraît un peu stupide d'aller de la dimension 1 et d'aller de lifter en dimension 2, mais là, on va voir pourquoi, parce que cette mesure, donc la mesure phi qu'on a maintenant, en fait, elle s'écrit comme ça. Donc, c'est la marginale sur x, c'est la mesure de Lebesgue sur 0,1. Et conditionnel en x, j'ai mon Dirac au point f de x. D'accord? Donc, si je regarde le premier cas, avant, j'avais une mesure univariée, j'avais une fonction f dans L2, mais ma mesure, pardon, c'est pas f de x, ma mesure mu de référence, c'est la mesure de Lebesgue sur 0,1, et j'applique mon Christoffel Darboux-Kernel de cette mesure-là pour approximer f. Ici, on est dans R2 maintenant, et donc ma mesure phi, en fait, elle est complètement dégénérée, c'est une mesure dans R2, mais elle est complètement, son support, c'est exactement le graphe de la fonction. D'accord? Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit sur la fonction de Christoffel, elle identifie le support de la mesure. Donc si je calcule le support de la mesure phi, je vais avoir des chances de retrouver ma fonction f, puisque c'est le support lui-même. Tandis qu'ici, le support c'est 0,1. En fait, c'était des idées de base, donc. Donc, l'idée, c'est pourquoi aller dans R2 au lieu qu'on est R? Parce que le support de phi défini comme ça est exactement le graphe de la fonction f qu'on cherche. D'accord? Et donc, si on prend la fonction Christoffel de cette mesure, on va avoir des bonnes chances d'identifier la fonction f. Alors, par exemple, en interpolation, qu'est-ce qu'on fait? Cette fonction f est inconnue, on ne la connaît que par certains points interpolés. Pardon, un certain point f de xi, et on veut l'interpoler. On prend un degré d fixé, on regarde le polynôme de mon nombre jusqu'au degré d, d'accord? Et on construit la mesure empirique
comme on a fait au début, qui est porté sur le graphe cette fois. Bon, en x, donc c'est une mesure en x, y, où y c'est le f de x. Bon, ça c'est très simple à construire, hein, on a les points, donc on le calcule. Donc on prend la mesure empirique phi qui est le C0 de chaque, sur chaque point ici, f de xi, d'accord? Et donc on calcule la fonction de Christoffel en x, y, qui est simplement la formule qu'on avait avant, et on régularise avec un petit epsilon pour éviter les problèmes numériques d'immersion. Bon. Et une fois qu'on a fait ça, quel est l'approximant? L'approximant, c'est je fixe x. Et quel est mon approximant de f de x que je ne connais pas? Ben, on a donc x qui est fixé. Cette fonction, maintenant, c'est un polynôme à une variable en y, et je prends son minimum. Comme ce polynôme est supporté sur le graphe, on sent bien que dès qu'on n'est pas à f de x, il a une valeur très grande. Donc, si on prend le minimum, on va tomber sur le f de x ou très proche du f de x. C'est vraiment une idée très simple. Hein. D'accord ? Donc, ça, c'est très facile à faire. C'est un polynôme à une variable. Hein. Même si x est multivarié, le polynôme, une fois qu'on fixe le x sur la marginale, ici c'est 0,1, mais ça pourrait être x dans RD, le polynôme qui résulte en y, il est toujours à une variable. Et donc, on peut montrer que si on peut choisir l'épsilon de la perturbation en fonction du degré pour assurer que tout est bien cohérent, pour assurer la convergence L1, pointwise, etc. Et ce qui est plus surprenant, c'est que numériquement, ce qu'on voit, c'est vraiment... alors, par exemple, je cite si on la step function, avec un degré, je crois que c'était pas plus de 4, je crois, vous retrouvez exactement votre step function, il n'y a aucune oscillation. Et en fait, même, on peut montrer que la step function, c'est exactement le argmin d'un polynôme qui nous semble le carré de degré 6, ou 8, je ne sais plus. Mais exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune approximation. Et là, c'était des fonctions qui sont dues à un russe qui s'appelle Ekhoff. Il avait donné une suite de fonctions difficiles à approximer. Et là, on voit bien qu'avec un degré, et là, le degré est assez faible aussi, je crois que c'est 8. Et on retrouve bien, alors, sauf ici, au lieu d'approximer cette vallée-là, on shunt ici. Et probablement, ça vient du fait que quand on a interpolé, il n'y avait pas assez de points dans cette région. On n'a pas l'explication, mais je me rappelle plus très bien comment. Vous voyez partout ailleurs, et surtout, même quand des fois c'est pas tout à fait exact, on n'a pas ces oscillations qui arrivent. Ça, c'est quand même surprenant. Donc voilà une façon non standard d'utiliser le Christoffel Darboux, avec une observation toute bête qui est de dire, comme ça approxime le support, ben, je prends ma mesure sur le graphe de la fonction au lieu de la prendre sur 0,1. Alors si, pour poursuivre en résumé de ce qu'on a fait, dans la première approche, on utilise le CD kernel, le Christoffel Darboux kernel, qui est relié à la mesure de Hubble sur 0,1. Et cette mesure n'a rien à voir avec la fonction f. D'accord ? Son support, c'est 0,1. D'accord ? Et on approxime f par l'argument classique de l'approximation L2 par un polynôme. Donc on obtient un polynôme. Et si la fonction est continue, il est bien connu, discontinu, bien connu qu'approximer une fonction discontinue par un polynôme, on a ces effets de Gibbs, etc. Ici, on utilise le CD kernel. Vous voyez, on a deux variables maintenant, x, y. Bon, kernel, c'est avec x, c'est xu, xy et uv. Mais la mesure, elle, c'est le graphe de la fonction, donc elle encode la fonction, elle, par définition par sa définition même. Donc la fonction f fait partie du kernel. Et donc ensuite, on approxime f par un argmin, on fixe le x, et donc l'approximation en x de la fonction, ben, c'est simplement le argmin en y. Et cette fonction argmin, c'est une fonction semi-algébrique. C'est pour ça qu'avec une fonction semi-algébrique, on a des chances de capturer des fonctions mal foutues, discontinues peut-être, je ne dis pas tout le temps, hein, évidemment, mais c'est le simple fait qu'ici, on a un polynôme, ici on a une fonction semi-algébrique, et donc elle peut capturer des comportements très non linéaires et même discontinus par sa nature même. C'est ça un peu la philosophie de cette approche. Alors, je ne sais pas trop si je vais... Oui. En dynamical system, on avait utilisé ça pour, quand on applique ce qu'on appelle l'approche moment somme de carré pour calculer des solutions de problèmes de commande optimale ou même certaines solutions du PDIS. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'à la fin, on n'a pas la solution du PDIS ou du problème de contrôle optimal, on a les moments de la mesure qui est supportée sur la solution optimale.
D'accord? Donc, par exemple, si votre solution, c'est une trajectoire ici, ce que vous obtenez à la sortie, c'est les moments de la mesure supportés sur cette trajectoire. Donc, il reste ensuite à reconstruire la trajectoire à partir des moments. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Et donc là, par exemple, ça c'est un exemple avec l'équation de Burger en dimension 1, hein, je ne dis pas qu'on avait fait que des exemples assez limités, et où on avait une condition initiale telle que la solution était très discontinue. Et là, on avait avec les moments, avec des moments d'ordre 8, je crois, au degré 8, on avait des erreurs de 10-8 à peu près numériques sur les moments de la solution exacte. Et à partir de ces moments, on construisait, par le Christoffel d'Abou-Kernel, on construisait la solution exactement comme j'ai montré pour le F, et on obtient, vous voyez, il n'y avait aucun effet de gif sur la solution alors qu'elle était assez discontinue. Donc ça, c'était un exemple. Ça fait partie des travaux que vous aviez fait avec Swanmark. Oui, c'est ça. C'est pas des nouveaux travaux après. Non, non. Ils l'ont fait depuis pour des problèmes paramétriques. Mais... Alors ça aussi, c'est le rôle central de la matrice des moments, d'accord? Oui, Bruno, c'est cet article-là dont on parle. Alors, maintenant, je vais vous parler de connexion. Alors moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, je trouve que cette fonction de Christoffel, elle apparaît dans beaucoup de domaines qui sont apparemment reliés, qui ne sont pas très reliés. Et une que j'aime beaucoup, c'est l'équation de Pell et les polynômes positifs. Alors, je vais vous dire, moi, Pell, il y a 3 ans, je ne savais pas ce que c'était, hein, l'équation de Pell. Et j'ai découvert ça grâce à Wikipédia. Alors, je dois introduire d'abord un élément qui est, bon, on a un set oméga qui est un semi-algébrique compact, donc qui est défini par M polynomial d'inégalité. Les GJ, ce sont des polynômes. Bon. Je vous passe les détails de notation. Et on définit, pour une T fixée, on définit ce qu'on appelle le quadratique module associé à ces polynômes GJ. C'est très simple. C'est un cône convexe de l'espace des polynômes de degré au plus 2D. D'accord? Et ils sont très simples à expliquer. C'est une combinaison linéaire des GJ qui définissent oméga. Et en face de chaque GJ, j'ai un polynôme qui a une somme de carré. D'accord? Tel que le degré de chaque terme est inférieur à 2t. Le degré de chaque terme est inférieur à 2t. Ça, c'est ce qu'on appelle un module quadratique tronqué. Et quelle est la propriété de ce convexe cône? Très facile à voir, c'est que tout polynôme qui s'écrit comme ça, ben, il est évidemment positif sur oméga, puisque quand je l'évalue pour un x en oméga, ça c'est non négatif, j'ai une somme de carrés, chaque terme est non négatif, donc c'était une façon d'approximer le cône des polynômes positifs sur oméga de façon simple. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le quadratique module, et ce cône a un dual qui est exprimé comme ça. Donc, en fait, ce dual, c'est des matrices de moments de localisation. Donc, le Y, c'est ce qu'on appelle un pseudo-moment. On peut lui associer une fonctionnelle linéaire qui agit sur les polynômes de degré de n, au plus de n, de t, pardon. Et il s'exprime sous la forme de matrice qu'on appelle de localisation et de matrice de moment. Donc, c'est un cône convexe. Donc, c'est le dual du premier. Donc, comment ces cônes interviennent? Par exemple, quand on veut résoudre en optimisation polynomiale, trouver le minimum global de f sur oméga, ben, par exemple, ce qu'on fait, ça c'est très difficile à calculer, donc on remplace, on est moins ambitieux, on fixe un t a priori, et on regarde maintenant, on maximise lambda, tel que f moins lambda appartient à ce cône. On obtient une borne inférieure, et ce qui se passe, je vous passe les détails, mais disons qu'en optimisation polynomiale, la plupart du temps, il va y avoir un t pour lequel on obtient la valeur exacte. D'accord? Et c'est la base de la théorie des moments de somme de carré. Bon, donc ces deux, surtout ce qu'il faut retenir, c'est la notion de ce quadratique module, ils sont convexes, ils sont duals. Pourquoi? Alors là, on revient à la fonction de Christoffel. Donc, si je me donne une séquence de réel, y alpha, mixée par alpha, on peut lui associer une fonctionnelle linéaire qui agit sur les polynômes de façon très simple. Si je donne en entrée un polynôme P, c'est écrit comme ça dans la base de mon nom, ben, l'image par cette fonctionnelle linéaire, c'est juste sigma de P alpha, Y alpha. Pensez simplement que si les Y viennent d'une mesure, si c'est les moments d'une mesure, ça c'est l'intégration de P. D'accord? Mais là, on a une suite de réels qui est arbitraire. Hein. D'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que si cette mesure, cette séquence de réels satisfait sa matrice des moments est inversible à volonté, d'accord?
on peut, comme pour une mesure, on ne sait pas si c'est une mesure, mais comme pour une mesure, on peut lui associer une famille de polynômes orthogonaux. En fait, c'est le procédé de Gram-Schmidt orthogonalisation. On a cette matrice de moment. Du moment qu'elle est positive définie, on peut définir une famille de polynômes orthonormaux facilement, par des déterminants ou autres. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, ça a la propriété que quand j'applique ma fonctionnelle à deux polynômes orthogonaux qui ne sont pas les mêmes, ben, j'ai 0 et j'ai 1 simplement s'ils sont égaux. Et donc, on peut définir la fonction de Christoffel de ces pseudo-moments de la même façon que pour une mesure. Donc, la somme des polynômes orthogonaux au carré. D'accord? C'est l'inverse à la fonction de Christoffel. Donc, une fois qu'on a défini ça, on a un résultat qui vient de Nesterov et que moi, je vais réinterpréter en termes de Christoffel, mais le résultat vient de Nesterov qui dit la chose suivante. Si je prends un polynôme P dans l'intérieur de mon quadratique module, un polynôme P qui est positif sur oméga, mais qui est à l'intérieur du quadratique module, alors dans toutes les façons qu'on a de l'écrire dans ce quadratique module, il y en a une qui est vraiment spécifique, distinguished, on dit en anglais, c'est que, donc, s'écrit comme une combinaison linéaire des GJ avec un terme qui est une somme de carrés, d'accord? Et cette somme de carrés, pour chaque J, en fait, elle vient d'un seul et même Y dans le dual, d'accord? Donc, tous ces sigma J, là, viennent tous de même Y dans le cône dual, d'accord? Et si on regarde l'expression, donc ça c'était le terme de Nesterov, ben ça c'est une fonction de Christoffel. C'est M-1 de D. Donc en fait, ce GJ, ce P s'écrit sous la forme d'une combinaison des GJ, pas des termes qui sont des fonctions de Christoffel. Bon. Alors la question c'est, donc vous voyez, quand je suis dans le quadratique module, quand Nesterov dit qu'il y a une one-to-one mapping entre l'intérieur de ce cône et l'intérieur de ce cône dual. Donc, s'il y a un P à l'intérieur de ce cône, il y a un certain Y dans le dual cône, mystérieux un peu, qui permet d'écrire P sous une certaine forme dans le quadratique module. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est? Quel est ce Y relié à P? Alors, bon, je passe sur la preuve. Donc, pour résumer, donc, quand P apparaît à l'intérieur, donc, parmi toutes les façons d'écrire P sous cette forme, parce que ce n'est pas unique, il y en a plein, mais il y en a une qui est particulière où on peut choisir ce terme comme la matrice inverse des moments, enfin de localisation, de cette fonctionnelle Y qui est un peu mystérieuse dans le dual. Donc, je veux dire, alors, on a bien comment on compute, comment on calcule ce mystérieux élément du dual, étant donné qu'on a P qui est donné, lui. Ben, en fait, c'est assez simple, c'est un problème convexe. On dit, donc P est donné, ce qu'on va faire, on va dire, ben, je vais représenter P sous la forme d'un quadratique comme il doit être représenté dans les quadratiques modules. Pour certaines matrices AJ positives semi-définies, je minimise le log det. Je maximise le log det de la somme. Mais en faisant ça, la solution optimale, donc ça c'est très facile, un problème convexe qui s'exprime de façon très simple. Ben, la solution optimale de ce problème-là, c'est justement par exemple la matrice de localisation de ce fameux YP, Y de P, dans le dual. C'est comme ça qu'on le calcule. Et donc, quel est donc ce lien entre P à l'intérieur et le mystérieux élément du dual? On a été capable de répondre dans un cas simple, mais qui est un peu surprenant. C'est quand on prend P, qui est le polynôme constant égal à 1. Bon, évidemment, pour être positif sur oméga, ça, il l'est. Il n'y a pas plus simple. Et donc, lui, s'il est à l'intérieur de oméga, ce qui est le cas dans le polynôme de 7 oméga, alors on montrer que ce polynôme 1, qui est évidemment positif sur oméga, il y a une façon de s'écrire, d'avoir un certificat de positivité qui s'écrit comme ça. Par exemple, si je prends oméga qui est la boule euclidienne, ben, on trouve que 1 il s'écrit comme ça, d'accord? Et qu'est-ce que c'est que le phi? Donc cet élément mystérieux dans le dual, eh ben, c'est la mesure d'équilibre du disque. Cette fameuse mesure d'équilibre en pluripotentiel, c'est elle qui permet d'écrire 1 sous cette forme-là. Et ça, c'est vrai aussi pour le simplex, pour la unit box et pour le box, simplex et la boule euclidienne. Voilà un exemple où ce polynôme 1, il a une c'est presque fini.
Alors, pour dire d'où ça venait, ben, si vous regardez Wikipédia, la page de Wikipédia, vous regardez la page de polynômes de Chebyshev, ben, vous trouvez que les polynômes de Chebyshev, ils ont sur moins 1, ils satisfont cette qualité. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce qui s'appelle l'équation de Pell, c'est l'équation de Pell polynomiale. Et évidemment, quand vous êtes habitué comme moi à regarder les quadratiques modules, vous voyez immédiatement que ça, c'est la représentation de 1, comme dans le théorème de Markov-Lukács. Donc on le voit comme un certificat de positivité, alors que dans Wikipédia, ils n'en parlent pas comme ça, évidemment, ça vient de Algebraic Number Theory, etc. Donc voilà un lien qui associe la fonction de Christoffel à un domaine qui est vraiment un peu éloigné quand même. Et donc je vais alors terminer sur ça si je crois que j'avais. Voilà. Donc voilà, donc on a pu le généraliser à ce que j'ai dit. Au début, on l'avait fait que pour la dimension restreinte. Là, on l'a généralisé pour les 3 domaines qui sont le disque, le simplex et la boîte, mais pour tous les degrés, toutes les dimensions. C'est un résultat qu'on a eu avec Yuan Xu récemment. Bon, je vais m'arrêter là, alors, je suppose. OK. Ben, merci beaucoup.